Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Une activité très chargée cette semaine et un événement dont la presse ne parle pas, c'est la visite de M. Poutine au Japon. Oui, je crois que c'est un événement extrêmement important parce que ces deux pays étaient, depuis la fin de la guerre, en difficulté sur la question de ce que les Japonais appellent les territoires du Nord, c'est-à-dire les quelques îles, Etorofu, Shikotan, Habomai, etc., qui ont été occupées par les Soviétiques à la fin de la guerre, que les Japonais considèrent comme faisant partie de leur territoire et que les Russes n'ont pas l'intention de leur rendre. Et je considère que cette visite absolument historique d'un chef d'État russe au Japon, je crois même que c'est la première fois. Je sais qu'il y a une visite en 1900, quelque chose comme ça, du tsarevitch Nicolas, le futur Nicolas II. Ça s'est d'ailleurs assez mal passé parce qu'il y a une tentative d'assassinat sur sa personne qui a été déjouée, fort heureusement. Mais c'est très important parce que ça signifie que la Russie se tourne vers le Japon, sans doute pour l'exploitation des richesses naturelles de Sibérie, sans doute aussi pour faire contrepoids à la Chine et sans doute également parce qu'elle désespère de pouvoir coopérer utilement avec le monde occidental en général et avec l'Europe en particulier. Par conséquent, moi je crois que c'est un événement important, nous verrons ce qu'il en ressort exactement, mais je crois qu'on aurait intérêt en quelque sorte à avoir une relation plus détendue naturellement avec la Russie pour participer nous aussi à l'effort de mise en valeur des richesses naturelles dont nous avons le plus grand besoin. Les Russes, on les a vus, sont entrés depuis maintenant quelques mois en Syrie, dans le conflit syrien. Oui. Alep, dit-on, se libère ou plutôt tombe sous le joug selon la position que l'on prend parmi les analystes. Oui, j'ai remarqué que la plupart des commentateurs étaient très hostiles à l'armée de Bachar al-Assad, l'armée régulière. Ici à Strasbourg, le maire met les drapeaux en berne. Strasbourg, où siège le Parlement européen cette semaine. La libération d'Alep, vous la voyez de quel côté? On ne mettait pas les drapeaux en berne quand lorsque les terroristes et les rebelles djihadistes, occupaient la partie libérée maintenant d'Alep. Nous avons vu cela, qui éliminait les chrétiens, qui éliminait les musulmans qui ne leur étaient pas favorables, qui se livraient à toutes sortes d'exactions et de massacres. Là, attendons de voir exactement ce qu'il en est. Il est certain que cette guerre civile, comme toute guerre civile, est sans aucun doute une guerre atroce. Mais moi, je crois que d'abord, les trois quarts d'Alep étaient libérés depuis longtemps. On s'est bien gardé de nous montrer à la télévision française ou dans les télévisions européennes en général, les gens en liesse rentrant dans leur maison précisément après que l'armée régulière ait repris le contrôle d'Alep Est. Alors attendons de voir exactement ce qu'il en est. Moi je pense que la meilleure façon de terminer une guerre civile, c'est le plus tôt sera le mieux. Et entre deux mots, il faut choisir le moindre, et le moindre c'est certainement le gouvernement légal de ce pays. Je rappelle que M. El-Assad était un pivot de la politique française dans le Proche-Orient, qu'il avait été invité par Nicolas Sarkozy à la tribune du 14 juillet, à la première difficulté. Évidemment, nous avons essayé de le poignarder dans le dos. Il ne fait pas bon être l'ami de la France, et ça se sait malheureusement aujourd'hui d'un bout à l'autre de l'univers. Alors, pas très loin d'Alep, en Égypte, une église a été frappée. Cathédrale copte, oui. Une cathédrale copte a été atteinte par un attentat. Oui, un attentat effroyable, évidemment, parce que les Coptes sont des gens pacifiques. Les Coptes sont, je dirais, les premiers et les vrais Égyptiens. D'ailleurs, Copte, ça veut dire Égyptien. C'est Aïkouptos, qui en grec se traduit par les Égyptiens, dont on a fait l'Égyptien, en quelque sorte, par contraction. Ce sont ceux dont la langue, d'ailleurs, est dérivée de celle des anciens pharaons. C'est ce qui a permis, c'est la langue copte qui a permis à Champollion, le grand orientaliste français, lors de l'expédition d'Égypte, de découvrir, en quelque sorte, la signification des hiéroglyphes, grâce à la fameuse pierre de Mariotte qui était rédigée en trois langues, le grec, je crois, le copte, et les hiéroglyphes égyptiens, l'égyptien ancien. Or, il se trouve que le grec et le copte avaient la même signification
Champollion, on a déduit bien sûr que la version égyptienne disait la même chose, et ce qui a permis le déchiffrement de cette écriture qui me fascinait étant enfant. Ce crime est abominable, il est atroce, il montre l'absence totale d'humanité, de gens qui osent commettre ces affreux assassinats au nom de leur Dieu, qui assurément, en tout cas, n'est pas le mien. Et j'espère qu'ils en rendront compte là-haut. Il est certain que ces chrétiens d'Orient ont droit à notre solidarité pas forcément pour les faire venir massivement chez nous, mais pour les aider à rester chez eux. Parce que s'ils partent de l'Orient, c'est notre civilisation chrétienne qui recule de plusieurs milliers de kilomètres. C'est un sujet qui est peut-être le parallèle à un débat qui a eu lieu au Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union. Droits fondamentaux là-bas, on le sait, vous le dites, et il y a suffisamment d'actualité pour expliquer qu'ils sont bafoués au Proche-Orient. Dans l'Union européenne, les droits fondamentaux, Bruno Gollnisch, ce débat au Parlement européen, oui. Il a dénoté quelques manques dans les pays de l'Union. Le débat sur les droits fondamentaux, alors c'est pour Mme Claire Tesson, hein, on précise qu'on parle bien de sujets européens. Parce que ça a été débattu au Parlement, donc on est dans le cadre de ce que France 2 attend que vous puissiez traiter. J'espère que Mme Tesson sera pleinement rassurée. C'est un débat absolument mirobolant. Il y a un énorme rapport présenté quand même par un député hongaro-slovaque du PPE, c'est-à-dire du parti auquel adhèrent les députés français républicains, entre guillemets, les amis de M. Fillon. Bon. Ce rapport est un rapport de culpabilisation des Européens, on ose dire de souche, enfin de la majorité des peuples européens. C'est un rapport qui ne cesse de dénoncer, soi-disant, les discours de haine. Alors nous Européens, nous sommes mauvais parce que nous discriminons les Roms. Peut-être quand même que si les Roms ont tant de difficultés sur des pays, dans tous les pays qu'ils traversent depuis des siècles, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose dans leur comportement, un problème qui est au moins partiellement la cause de ces difficultés. Non, ça n'effleure pas la majorité de cette institution, c'est parce que nous sommes des salauds. Nous sommes des salauds parce que nous discriminons les handicapés. Je crois que pour les handicapés, fort heureusement, on a multiplié au contraire les facilités techniques ou matérielles pour accéder aux bâtiments, etc. On n'a peut-être pas fait assez, ça ne va pas encore assez dans le bon sens. Je ne vois pas où se trouve la persécution des handicapés dans mon pays. Bon, nous sommes des salauds parce que, alors évidemment, on brutalise les femmes, mais aussi on ne reconnaît pas à sa juste valeur les comportements des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transsexuels, des intersexuels, etc. Et tout ça, c'est véritablement très méchant. Et puis, bien sûr, tout discours, si peu que ce soit réticent à l'égard de l'immigration, est baptisé discours de haine. Comme ça, c'est plus simple. Puis le discours mondialiste, c'est le discours de justice, d'amour et de charité. Et les discours de haine, ça doit être banni par de droits de l'homme pour les ennemis des droits de l'homme. Enfin bref, ce texte, je vous conseille d'aller le voir sur le site du Parlement européen, est un condensé de toutes les absurdités de cette institution dont la majorité, malheureusement, ne cesse d'essayer de culpabiliser les peuples pourtant qu'ils ont pour mission de représenter et de défendre. Alors justement, en France, il y a un décret qui a été signé par M. Valls juste avant de partir, qui met la Cour de cassation sous tutelle. Alors, bien ou pas bien ? Oui, ce décret crée une inspection générale des services judiciaires, en quelque sorte, des tribunaux. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose en soi, parce que je ne suis pas un adepte de la totale autonomie, suprématie, etc. du pouvoir judiciaire. Je le dis très clairement, il y a des dysfonctionnements dans la justice et il est évident que l'institution doit avoir la possibilité de réfléchir sur elle-même et de se corriger. Donc pourquoi pas une inspection générale de la justice, mais jusqu'à présent, ce genre d'inspection épargnait la juridiction suprême, la Cour de cassation, dont la mission
Et je suis assez bien placé pour le savoir. Moi qui ai été persécuté pendant 5 ans, jusqu'à ce que je bénéficie, comme le capitaine Dreyfus, d'un éclatant arrêt de la Cour de cassation qu'on appelle un arrêt de cassation sans renvoi. C'est-à-dire le personnage qui est devant nous est totalement innocent et nous cassons donc toutes les poursuites contre lui et il n'y a aucune raison même de renvoyer devant une autre juridiction. Ça n'est pas nécessaire parce que rien de ce qu'il a fait ne tombe sous le coup de la loi. Eh bien, je salue l'indépendance de cette juridiction suprême. Elle a pour mission justement de dire le droit et de censurer in extremis les décisions, les arrêts des cours d'appel qui sont quand même elles-mêmes composées très souvent quand même de magistrats très compétents. Bon, la Cour de cassation doit rester libre et indépendante, je le crois. Je pense que Marine Le Pen a eu raison, notamment de protester contre ce décret signé en catimini par M. Valls. Départ de M. Valls et donc nouveau Premier ministre, en la personne de M. Cazeneuve, le constitutionnaliste, je dirais que vous êtes, avait noté qu'il fallait traiter la reconduction de l'état d'urgence plus tôt que prévu. Ça a été voté cette nuit. Oui, ça se discutait, mais qu'à partir du moment où il y a un nouveau gouvernement, il faut que le gouvernement représente l'état d'urgence. Oui. Dans les 14 jours, vous aviez dit. Oui. Donc ça s'est fait cette nuit. Le Front National s'est abstenu sur cette reconduction. Oui, je crois On rappelle que c'est la 5e et que l'état d'urgence aura duré 20 mois. Votre position là-dessus? Je trouve on s'est abstenu pour ne pas gêner le gouvernement dans les mesures de sécurité qu'il dit prendre, mais on a eu raison de ne pas voter en faveur non plus de cette prolongation, parce qu'on ne peut pas vivre en permanence sous l'état d'urgence. Ou alors l'état d'urgence n'est plus l'état d'urgence. Si cette situation qui réduit quand même considérablement, dans certaines circonstances, les garanties dont disposent les citoyens, nous l'avons vu par des interdictions de manifestation, par un certain nombre de mesures de contrôle ou des perquisitions. Des assignations parfois, à résidence sans jugement, des choses comme ça. Enfin, il faut quand même être extrêmement... Et vous accusez le fait qu'il n'y ait pas de conséquences finalement à cet état d'urgence, qu'on n'a pas fermé, c'est un petit peu ce qui a été le discours des députés du Front National. On n'a pas fermé les mosquées salafistes, on n'a pas expulsé les imams radicaux. Absolument. Finalement, on n'a rien géré au problème. On peut faire toutes sortes de choses, on peut prendre toutes sortes de mesures. Qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement indépendamment de l'état d'urgence? Beaucoup de choses. Mais quoi? Je commencerai par changer le code de la nationalité, je commencerai par expulser les étrangers qui ne présentent pas de garantie suffisante de sécurité sur le territoire national. Et quand les terroristes sont français? Comment? Quand les terroristes sont français? Quand les terroristes sont français, on les traduit devant les tribunaux et on les met en prison. On les met hors d'état de nuire, bien sûr, entre autres choses. Mais ce ne sont pas les seules mesures à prendre, naturellement. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en dehors de l'état d'urgence. Un état d'urgence, par définition, c'est exceptionnel. Alors, ce qui n'est pas exceptionnel, c'est le nombre de candidats à la primaire de la gauche, puisque M. Peillon a annoncé qu'il se présentait, en plus de M. Macron, en plus de M. Valls, en plus de tous les autres. M. Macron n'est pas candidat à la primaire. Oui, M. Macron n'est pas candidat à la primaire. Je crois d'ailleurs que, quel qu'il soit le vainqueur de la primaire socialiste, va avoir fort à faire pour accéder au deuxième tour de la présidentielle. Certes, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne souhaite pas la mort des candidats socialistes, peut-être leur régression politique, ça c'est sûr, mais quand même, je crois qu'ils auront beaucoup de mal à être au deuxième tour parce qu'ils vont être concurrencés sur leur gauche par M. Mélenchon, qui fera sans doute un score assez honorable, et sur leur droite par M. Macron, donc je dois dire qu'il m'a surpris par l'affluence de son meeting à la porte de Versailles, sauf erreur. J'ai été assez... 15 000 personnes. A-t-on dit, à vérifier, je me méfie beaucoup. En tout cas, plus de 10 000. Mais quand même, beaucoup de monde. Et je le sais par expérience du monde qu'il est difficile de mobiliser quand on n'a pas un appareil, déjà. Par conséquent, je crois qu'il y a M. Mélenchon, l'antisystème traditionnel, M. Macron, qui est l'antisystème manifestement poussé par le système. N'oublions pas que c'est quand même un fondé de pouvoir de
la banque Rothschild, qu'il coche toutes les cases, hein, en quelque sorte, du mondialisme, mais il se présente comme anti-système, ça peut prendre la jeunesse, etc. Alors, il faut faire très attention. En ce qui concerne Peillon... C'est le retour à la vie politique de M. Peillon. Non, ce n'est pas le retour à la vie politique. J'ai été assez effaré quand même. On ne le voyait plus. Je connais M. Peillon, et j'étais très souvent en désaccord avec lui. Il m'a attaqué parfois de façon tout à fait injuste. Je considère sa politique comme mauvaise, mais il n'avait pas disparu de la vie politique. Il était député européen. Voilà. Et je trouve assez significatif, assez extraordinaire que nos médias français, quand un homme politique siège ici dans ce Parlement européen, qui en réalité conditionne toute la législation de 450 millions d'Européens, à commencer par les 60 millions de Français, puisque notre Parlement se borne pour 70 ou 75% de son activité à transcrire en loi ou en arrêté des directives qui sont votées ici, qui sont décidées ici, pour notre malheur d'ailleurs, mais c'est ainsi. Bon, c'est donc que cette instance est quand même très importante. Alors dire qu'un homme politique, il s'est retiré de la politique parce qu'il était au Parlement européen, ça me paraît assez ridicule. En tout cas, ça témoigne de la méconnaissance de nos institutions de la part d'un certain nombre de commentateurs. Monsieur Peillon a peut-être quelques chances parce que il est certainement mieux en vue de la gauche du Parti socialiste que ne l'est Manuel Valls. Enfin, écoutez ça, je ne suis pas chargé de leur cuisine interne. Je dis que de toute façon, qui que ce soit qui sorte vainqueur de ce marigot aura beaucoup de mal à s'imposer au deuxième tour de la présidentielle. Deux questions pour terminer. La première sur les radars de passage piéton. C'est la grande actualité de la semaine. On va pouvoir flasher l'automobiliste qui ne s'arrête pas suffisamment à temps alors qu'un piéton souhaite traverser. Vous aviez, il y a déjà quelques semaines, accusé la persécution de l'automobiliste. C'est du même ordre pour vous? Oui, ça continue. Après, les histoires incroyables quand même de vignettes payantes. Alors qu'on a acheté les voitures pour la région parisienne. Pour la région parisienne, mais ça va être étendu peut-être ailleurs. Après, les histoires de circulation alternée, donc j'ai pu constater qu'elles n'étaient absolument pas respectées d'ailleurs. Je comprends bien les gens qui ont besoin pour aller travailler de leur voiture, qu'elle porte un numéro impair, c'est un jour pair. Bon, il faut les radars, il faut que je vous demande juste sur les radars. Juste sur les radars. Bon, moi, je m'arrête toujours au passage piéton pour laisser passer les piétons. Et même bien souvent, ceux qui ne sont pas encore engagés par courtoisie. Bon, je le fais. Je considère que c'est effectivement c'est mal d'anticiper qu'on a le temps de passer avant que le piéton se présente. Les piétons, la priorité absolue, c'est bien évident sur les passages piétons. Mais enfin, ce genre de dispositif, d'une technicité absolument extraordinaire, d'un coup fantastique, démontre que nos dirigeants, et notamment Mme Hidalgo et toute sa fine équipe à la mairie de Paris, n'ont d'autres choses en vue que la répression. Voilà. La répression, la persécution. Et remplir les caisses. Comment ? Et remplir les caisses. Et remplir les caisses par la même occasion. Dernière question, question qui a trait au Front National. Il n'aura échappé à personne qu'une polémique, en tout cas, a été relayée par la presse sur la question de la défense de la vie ou la question de l'avortement, de l'IVG. Bruno Gollnisch, votre position sur la question, on la connaît. Le conflit, aujourd'hui, est enterré ? Je l'espère. En tout cas, moi, je ne veux pas faire exception de personne. Alors, le fait de savoir si telle personne est isolée, si on a beaucoup de partisans, etc., ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le combat des idées. Alors, c'est vrai qu'il y a tout de même un problème. Je comprends très bien que le programme de la présidentielle, qui est le programme porté par notre candidat, en l'occurrence notre candidate à l'élection présidentielle, ne reprenne pas nécessairement tout le programme du Front. Mais si le programme du Front a changé, il faut le dire, il faut qu'il y ait un congrès qui en décide. Et je dois dire que j'ai été un petit peu étonné par un propos, je pense,
un peu maladroit de la présidente, qui a parlé des positions qu'elle avait prises en 2012 comme d'une concession aux partisans de Gollnisch. D'abord parce que je n'ai jamais eu un comportement de faction à l'intérieur de ce mouvement. Deuxièmement, parce que ces positions étaient en cohésion avec ce qu'avait toujours dit le Front National, et qu'il était assez naturel, par conséquent, que la candidate soutenue par le Front National ait les mêmes positions. Donc je m'en expliquerai avec la présidente. Ce que je crois, ce sur quoi nous pouvons, et à mon avis, nous devons tous nous rassembler, c'est ceci. Il n'est pas question de revenir à l'état de droit antérieur où seules les femmes avaient à répondre devant des juridictions pénales, des femmes qui avaient avorté, sans d'ailleurs que les pères n'apparaissent jamais dans ce genre ou très rarement dans ce genre de procédure. Il n'est pas question, c'est entendu, de revenir à cet état de droit. Pour autant, est-ce que notre pays, qui vit quand même une situation d'implosion démographique, n'a pas besoin d'une politique généreuse d'accueil de la vie? Bien sûr que si. Et cette politique généreuse, elle se trouve dans notre programme. Alors là, encore, je peux comprendre qu'il ne faille pas faire de promesses inconsidérées, mais je crois que, par exemple, les mamans en difficulté, eh bien, si elles sont en difficulté, on doit les aider. Et on doit leur proposer toute alternative leur permettant de vraiment choisir, en conscience. En tout cas, d'accueillir la vie. Mais je constate que c'est comme ça partout, c'est naturel. Voilà un paquet de tabac, les nouveaux paquets de tabac qui attirent l'attention sur les dangers du tabagisme, eh bien, qui présente un enfant dans le ventre de sa mère et qui avertit que fumer, c'est dangereux pour le bébé pendant la grossesse de la maman. C'est donc effectivement que la vie de l'enfant à naître est quelque chose de précieux. Moi, je souhaiterais que l'on fasse tout par des mesures incitatives, par des mesures généreuses en faveur des femmes, en faveur des mamans, en faveur des familles, pour accueillir la vie. Parce qu'il est certain que si les Français ne l'accueillent plus, si nous continuons sur un déclin démographique qui n'est masqué que par nos lois de nationalité, lesquelles considèrent par exemple tous les enfants nés sur le territoire français comme français, même lorsqu'ils sont nés de parents étrangers. Certains deviendront sans doute d'excellents Français, mais ce n'est pas forcément le cas général. Bon, eh bien, et si nous laissons venir massivement des gens faire, eux, en grand nombre, des enfants à notre place, nous aurons forfait notre droit à vivre libre dans la nation qui a toujours été la nôtre et que nous ont légué nos ancêtres. Voilà ce que je pense. Je crois que nous pouvons tous nous retrouver sur des idées généreuses, sur un programme social en faveur des familles, en faveur de l'accueil de la vie, tel que celui que j'esquisse devant vous. À bientôt, Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch, merci. À bientôt.